T'as un peu le nez bouché, mais sinon Oui, tout va bien. c'est d'éviter de renifler sauvagement. Encore que ça fait couleur locale. Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du Nouveau Voyageur. Et celui qui renifle devant le micro, c'est le journaliste et écrivain Hubert Prolongeau. Il sort un livre, Le Dernier Chasseur, chez Albin Michel, ou Comment un Français s'est réinventé au Groenland. Et j'ai eu envie de le rencontrer, Hubert, car toute petite, je rêvais d'une vie d'aventurière dans les espaces du Grand Nord en lisant Apusiak, le petit flocon de neige de Paul-Émile Victor. Plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur les côtes ouest du Groenland et de passer une semaine sur la calotte glaciaire. C'était pour une chronique sur France Inter, Sandrine et les glaçons. Et Hubert, lui, a suivi pendant des semaines Julien Kakino, un Français au destin hors norme. Il est parti vivre au Groenland pour se reconstruire après un grave accident. Et à Ilulissat, Julien devient le premier étranger à obtenir un permis de chasse professionnel. Alors on ne comprend pas bien le titre du livre, Le Dernier Chasseur. Ça mérite une explication, Hubert. C'est un titre qui est assez évocateur, mais qui ne correspond pas à la réalité, parce qu'effectivement, il est dernier de rien du tout. Mais voilà, on a discuté, j'ai pas trouvé mieux. Moi, je voulais appeler ça Pignartok, qui veut dire chasseur en groenlandais. Et on m'a expliqué que peut-être c'était pas super vendeur. Et donc, comme j'ai pas trouvé mieux que Le Dernier Chasseur, ça s'appelle Le Dernier Chasseur. Mais effectivement, c'est un titre plus porteur d'image que de réalité. Donc, il a commencé à faire des petits boulots pas très marrants, la plonge, vaguement videur dans une boîte. Et puis, un jour, un Italien qui tenait une agence de tourisme lui propose d'aller aider à mettre en place 4 ou 5 cabanes qu'il avait sur la banquise et où les gens allaient l'été. Et il y va et il part avec un vieux chasseur groenlandais, Niels, qui lui faisait ça l'été, mais dont toute la vie avait été consacrée à la chasse. Et ils en parlent. Et il trouve ça super. Et ce que lui raconte l'autre le fascine. Et en rentrant, il se dit, je vais faire ça. Et c'est là où aussi on voit cette espèce de volonté quand même incroyable. Il achète un petit bateau et tous les matins, pendant des mois, il part chasser le phoque sans jamais en ramener un. Parce que chasser le phoque, faut quand même s'accrocher. Soit il est sur la banquise et là tu le vois à peu près, mais il faut quand même l'attraper. Mais dans l'immense majorité des cas, il est dans l'eau. Est un tout petit point qui dépasse, que moi-même je n'ai jamais vu, on m'en a montré plusieurs, tiens regarde un phoque, j'ai jamais rien vu, et tu tires dans la direction du petit point en question, il plonge, tu regardes la direction dans laquelle il plonge, tu mets le bateau à fond, tu t'approches, quand il ressort respirer, là tu essaies de l'abattre pour de bon, et tu essaies de récupérer le corps avant qu'il coule. Donc c'est quand même, et pendant des mois, il n'en a même pas vu un, puis après il en a raté plusieurs, et tous les soirs, il partait à 9h du matin, et tous les après-midi, quand il rentrait, il y avait les pêcheurs qui rentraient aussi, qui étaient sur le port, et tous morts de rire, à le regarder passer, en disant « Alors Julien, toujours rien ?» Il disait « Ben non, toujours rien. » Et puis un jour, voilà, il a plus dit toujours rien, il en avait eu un, et à partir de là, il est devenu chasseur, et alors au terme d'un coup de chance administratif aussi, il a obtenu un permis de chasse professionnel, et il est devenu chasseur. Et chasseur dans un pays où on vit de la chasse. Si tu chasses pas, tu meurs de faim. Maintenant, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a des supermarchés, il y a des bateaux qui approvisionnent. Mais globalement, essayer de planter quelque chose au Groenland, tu peux pas. Rien ne pousse. Donc la chasse est pas du tout une chasse de plaisir. Il a jamais chassé pour le plaisir. Ça l'a jamais amusé. Et en France, quand il rentre, il chasse pas du tout. C'est vraiment la survie. Et comme il dit assez fièrement, il dit je nourris ma famille au sens strict du terme. Extrait du Dernier Chasseur de Hubert Prolongeau. Un jour enfin, il tue son premier phoque et l'attrape avec le crochet. Il le ramène, ravi, sans même le découper sur place, ce que l'on fait pourtant toujours durant l'hiver pour éviter que la bête gèle et soit indépeçable. En arrivant au port, il est droit comme un i sur son bateau, l'animal mort posé sur la proue, visible de tous. Les pêcheurs sont là et il se lève comme un seul homme. Tout le monde félicite le Français, comme s'il venait de décrocher un diplôme. Dans le temps, il était d'usage, au premier phoque tué par un enfant, que la mère se badigeonne du sang de l'animal et en mange le foie. Cette initiation sera épargnée à Madame Kakino, mais Julien profitera quand même de son succès.
Et Julien, en tant que chasseur professionnel traditionnel, il a droit à quoi exactement? Et qu'est-ce qu'il chasse? Alors il chasse les phoques, beaucoup. Le truc de base, c'est les phoques, dont la population au Groenland est multipliée par 4 depuis les années 70. Donc si tu veux, aller faire pleurer sur le massacre des bébés au Canada était légitime, mais c'est pas du tout le même problème, et la transposition se fait de manière un peu trop basique chez les écolos. Donc il y a ça, il y a le renne, le bœuf musqué, la baleine, il l'a fait un peu, mais c'est vraiment une boucherie, la chasse à la baleine, et il aime pas du tout. Et les ours blancs, c'est vraiment dans le nord, et il y a des quotas. Donc il a ça, et après il a monté un circuit de vente essentiellement dans les cantines des écoles, où il les fournit. Donc il part pour une semaine, 15 jours. Quand il a eu des enfants, forcément il a réduit les durées, et il ramène les animaux qu'il trouve, et tout se vend dans le phoque. Donc la peau, l'huile, enfin la graisse qui fait de l'huile, et la viande. Et il a son circuit comme ça qui lui permet de vivre correctement. C'est pas des métiers où tu fais des fortunes colossales, mais il y a une offre et une demande. Extrait du livre Le dernier chasseur de Hubert Prolongeau. Aujourd'hui, il ramène en moyenne entre 150 et 200 phoques par an, 250 les bonnes années. Quand on lui dit qu'il arrive à faire ce que des locaux ne font plus, quand ils lui disent « Payouk, toi t'es cool » ou « Picorite, félicitations », il est heureux. Et il se souvient d'avoir été extrêmement fier le jour où un vieux chasseur, Eli Christopherson, complètement ivre au bar où travaillait Julien, avait fait taire tout le monde pour le montrer du doigt et dire « Una Pignartok ». Lui, c'est un chasseur. Alors toi, qu'est-ce que tu as vécu à ses côtés au niveau de la chasse? Alors, moi, j'ai jamais tiré, enfin j'ai tiré, mais tu vois, vraiment, les malheureux animaux n'ont jamais couru le moindre risque. Ce que j'ai vécu surtout, c'est la compréhension, mais c'est une approche, hein, évidemment, de cette vie, de la dureté de cette vie, et du fait que tu es dans un environnement où rien ne pardonne. C'est-à-dire que dès que ta vigilance est prise en défaut, la punition la plus évidente, c'est la mort. Donc c'est pas question de, tu vois, c'est pas, t'as pas un petit accident, c'est si tes chiens te lâchent, si tu tombes dans l'eau, voilà, tu peux t'en sortir, mais le risque mortel est énorme. Donc t'as un rapport à un environnement hostile qu'il faut apprendre à domestiquer, à lire, qui est très très fort. Et c'est un mode de vie qui n'est pas tout à fait, qui reste très traditionnel, quoi. Alors il y a bien sûr des améliorations, mais globalement il a fait son traîneau lui-même, comme beaucoup. Il dresse ses chiens, il y part. Effectivement, il a une arme à feu et plus juste un harpon, mais c'est des méthodes qui sont très proches de celles qui étaient utilisées avant. Donc l'évolution du Groenland actuellement va à vitesse grand V, mais il y a des choses comme ça, comme la chasse, qui restent très traditionnelles. D'ailleurs, j'ai découvert dans ton livre que l'instrument le plus important, c'est pas forcément le fusil, mais c'est alors qu'est-ce que j'ai noté ? C'est le toc. Ouais. Le toc, c'est ce bâton avec lequel on creuse la glace. Et ça aussi, ça a l'air de rien, mais quand tu fais ça pendant des heures, moi j'ai fait ça 10 minutes et j'avais déjà le bras tout ankylosé, et eux ils sont là, ils creusent, et en fait une fois que t'as fait un trou, t'en fais un autre à côté, tu t'en enfiles entre les deux. Enfin c'est des techniques très dures, mais qui existent depuis des années. Et la vie dans les cabanes, parce que ça aussi tu l'as vécu. Ça c'est très, ouais. Ça, c'est assez drôle, parce qu'il y a des cabanes partout, qui sont des cabanes de chasse, où se retrouvent des communautés de chasseurs, qui sont des communautés de mecs, souvent très nombreuses, quand c'est la période, la cabane est pleine, et avec cette espèce d'ambiance virile, où alors, évidemment, il me traduisait, puisque mon groenlandais est assez faible, mais où tu parles, alors beaucoup de chasse, tu parles de nana, tu plaisantes, ça rigole, ils y mangent, il y a la radio en permanence, les bougies restent allumées toute la nuit, enfin c'est une espèce de vie comme ça, et tous sortent, ils y passent 8 jours, 10 jours, parfois plus, vont chercher leurs phoques, les tuent, les dépècent sur place, en mangent certains, puisque tu te nourris de ce que tu pêches, et sont confrontés à un paysage dont
qui est d'une beauté incroyable. Alors, forcément, ils sont habitués, mais je peux pas croire qu'ils n'y soient plus totalement sensibles. Donc, t'as des aurores boréales, quand il y a du soleil, t'as des nuances de blanc, de bleu en permanence. Enfin, c'est incroyablement beau. Et est-ce que tu as mangé le phoque comme ça, tout chaud sur la banquise ? Non, ça j'ai évité. Ils m'ont épargné cette initiation. Effectivement, quand le premier phoque tué, tu t'attrapes le foie, puis tu mords dedans. Ça, j'ai pas fait. En revanche, je l'ai mangé pendant une semaine, tous les jours, et on se lasse un petit peu vite. C'est quoi le goût du phoque ? C'est un goût, alors c'est un peu huileux. C'est un goût un peu entre le lapin et le poulet, mais en plus fort, et puis te dis un côté un peu gras, un peu, c'est pas super bon, et en plus généralement c'est bouilli. Donc tu vas chercher un bout d'iceberg, parce que la neige tu peux pas la faire fondre, enfin elle est pas bonne. Tu fais fondre ton truc et après tu balances le morceau de phoque avec du riz. Et quand c'est cuit, tu manges. Tu mets un oignon dans le meilleur des cas, donc c'est pas non plus super élaboré. Alors qu'il y a des plats, la baleine c'était très bon. Le bœuf musqué, c'est très bon. Le renne, c'est très bon. Mais le phoque, moi, il y a même le beau-père de Julien qui mangeait des petits carrés de graisse de phoque qui faisait fondre dans le café. C'était particulièrement immonde. Mais même dans son entourage, c'était assez dévalué comme coutume. Et il y a les chiens aussi, les compagnons de toujours, ils sont toujours là. Le motoneige ne sont pas encore arrivés. Non, alors elle commence de plus en plus, mais il y a des zones où t'as pas le droit, et puis tu passes pas partout avec une motoneige, alors qu'avec un traîneau et des chiens, tu passes partout. Mais c'est un rapport c'est très très important le chien. Justement, l'une des ruptures les plus graves aujourd'hui avec la vie traditionnelle, c'est le fait que les chiens sont de plus en plus écartés de la vie du village, parce que c'est vrai que ça gueule toute la nuit, donc c'est assez infernal, et de plus en plus, t'as des gens qui ne chassent pas, qui n'ont pas de chiens, et qui en ont marre, et donc à Ilulissat en particulier, qui est la ville de 3000 habitants dans laquelle ils vivaient, les chiens sont de plus en plus mis à l'écart du village dans des grands enclos. Mais le rapport au chien, il est très très fort, parce que ta vie dépend vraiment du chien, et ce qui induit le fait que, tu en prends énormément soin, mais 2, c'est pas des animaux de compagnie. Ils sont pas là pour jouer avec. Jamais les enfants jouent avec les chiens. T'as aucun chien dans la maison. Ils sont tous dehors. Et le chien, tu le dresses pour qu'il obéisse. Le seul truc que tu lui demandes, c'est de tirer le traîneau et d'obéir au moment où on lui dit, et en sachant que ta vie peut en dépendre. Et ils ont tous, pratiquement, eu des incidents qui parfois sont des accidents, dont un qui est arrivé à Julien, qui est le fait que les chiens se barrent sans toi. Et un jour, pareil, il tombe du traîneau, parce qu'on tombe assez souvent du traîneau. Lui, beaucoup moins souvent que moi. Moi, j'ai volé un nombre de fois assez conséquent dans les descentes, dans les tournants, Lui, dès une fois, ça lui est arrivé, et le temps qu'il attrape les rennes qui lui avaient échappé, les chiens étaient partis. Et comme ils étaient pas très loin, à 7 km quand même de la maison, ils ont senti l'écurie, ils y sont allés tout droit. Et lui, il est rentré à pied, alors. Il a fait les 7 km à pied. 7 km, il n'y avait pas de tempête, ça allait. Mais tu te retrouves à 40 km et le temps se gâte, t'es mort. Et c'est pour ça que tu ne peux pas considérer que le chien puisse faire ce qu'il veut. Donc il y a un dressage qui paraît très dur parce que le fouet est souvent là juste comme indicateur sonore. Donc il claque à leurs oreilles. Mais je l'ai vu aussi mettre des raclées à un chien une fois et il lui est arrivé d'en abattre ou de demander, puisque théoriquement t'as pas le droit de le faire toi-même, donc à l'abatteur du village de le faire, parce que le chien n'était plus fiable, et donc tu peux pas l'entretenir à rien faire, et si tu peux plus lui faire confiance, les risques sont trop grands. Dernier extrait du Dernier chasseur de Hubert Prolongeau. Très vite, il adore ses départs au petit matin. L'atmosphère l'envoûte quand la banquise commence à se former, qu'elle esquisse sur la mer un voile blanc et fragile, marqué par les vagues de la houle, et que lui passe avec son bateau, faisant un bruit de tissu qu'on déchire. À cela s'ajoutent les lumières magnifiques, vertes, roses, bleues. Les gros icebergs qu'il frôle lui procurent un délicieux frisson, au point d'en oublier le danger. Alors pour lui, c'est ce qu'il dit dans le livre, il dit que c'est un changement de planète quand il arrive au Groenland, et le traîneau c'est comme un vaisseau spatial
Est-ce que pour toi aussi, tu avais l'impression de ce changement de planète? C'est tellement beau. C'est vrai que voilà, c'est parmi les plus beaux paysages que j'ai jamais vus. D'abord parce que c'est la nature absolue. Toi, t'as rien, t'es tout seul. Et puis c'est à perte de vue et t'as ces nuances de couleurs qui sont dingues. Puis des spectacles. Une fois, par exemple, on était sur un lac gelé. Et donc, le vent soulevait la neige, et en dessous, t'as le noir de l'eau, et, tu vois, et en même temps, la glace qui est totalement, pas brisée, mais comme un miroir, avec des traits, enfin, c'est des trucs qui sont, que t'as même pas imaginé, au-delà des aurores boréales, ces exemples très très beaux. Par exemple, le fait aussi que le soleil, l'hiver, ne se couche ni ne se lève. Donc, à un moment, la lumière naît, et elle reste sur la même ligne toute la journée, tout en changeant de couleur. Donc, tu as le rose du matin qui va jusqu'au rouge du soir en 5-6 heures, et sans qu'il y ait le soleil qui monte et qui redescend. Et ça aussi, c'est un truc complètement magique. Non, vraiment, ouais, c'était superbe. Et les changements aussi, il y a des jours, tu te couches, il y a la banquise, et tu te lèves le lendemain, il n'y a plus de banquise. Donc, les vagues sont arrivées, il y a eu un peu de houle, tout est parti, et t'as la mer. Et ça aussi, c'est fascinant. Il y a cette magie dont tu parles, mais alors j'ai découvert aussi qu'au Groenland, les nuits peuvent être très chaudes. Oui, alors ça c'est assez drôle parce que on se dit les missionnaires sont venus, les Danois, et en fait non, c'est un pays assez libéré, où surtout il y a une égalité homme-femme, au moins dans les mœurs, qui est pas contesté du tout. Donc si une nana a envie d'un mec, elle va le voir, elle va lui dire, et ça se passe de manière très très simple et sans hiérarchie entre le séducteur, la séduite. Voilà, c'est un vrai. Et effectivement, beaucoup de soirées en boîte. Alors ça joue beaucoup de musique. Il y a des groupes de rock assez forts. Et en fait, ça ferme vers 2h du mat, où les gens ont déjà pas mal picolé, parce que l'alcoolisme est quand même un vrai un plaisir festif, mais pas que ça. Et en fait, dès que tu sors de boîte vers 2h du mat, t'as des vendeurs clandestins de bière qui t'attendent, et le jeu, quand t'es dans la boîte, c'est de trouver l'appartement dans lequel tu vas finir la nuit, et t'y vas, et là, à nouveau, ça picole, et les couples se forment, et voilà, et tu repars le matin. Donc non, c'est un pays, effectivement, très très assez festif et c'est comme ça que Julien a rencontré son épouse Charlotte. Ils se sont vus un soir, et voilà, elle l'a invité chez elle, absolument sans ambiguïté, et c'est une histoire qui s'est fait comme ça, petit à petit. En fait, ils étaient bien ensemble, ils ont continué, puis elle est tombée enceinte, ils ont décidé de le garder, et puis voilà, et puis ils se sont mariés, et puis il y a quelque chose aussi qui m'a amusé dans le mode de vie des Groenlandais, c'est cette histoire de sas avant de rentrer dans la maison. Et ça, parce que alors les maisons sont surchauffées, dehors il fait très froid, et tu ne peux affronter l'extérieur que quand tu es archi couvert. Et donc, chaque fois que tu vas rendre visite à quelqu'un, et quand tu fais ça 5 fois dans la journée, c'est hyper pénible, il faut que tu enlèves 25 couches avant de te retrouver quasi en caleçon, tellement les maisons sont chauffées. Donc c'est vrai qu'il y avait une famille comme ça, le meilleur ami de Julien à Ora-Hatout, tu y allais, et lui était en t-shirt, les filles étaient en soutif, et dehors il faisait -20. Donc si tu veux, et alors tu allais leur dire bonjour, et puis comme pas que tu t'emmerdes un peu, mais il n'y a pas grand chose à faire, donc tu vas beaucoup les uns chez les autres, donc tu démarrais à 17h, tu allais les voir eux, puis après tu te rhabilles, tu vas chez un autre, et au bout du 5e, personnellement, moi j'en pouvais plus de me rhabiller, me déshabiller en permanence. Mais on a raison de le faire, parce qu'un jour, je me suis dit, finalement, il y avait un supermarché à 100 mètres de chez eux. Je me dis, attends, je vais pas m'habiller juste pour faire 100 mètres. Donc j'y suis allé, et j'ai failli mourir de froid sur le trajet. Donc c'est la dernière fois qu'effectivement, j'ai essayé d'éviter le sas. Est-ce que le réchauffement climatique est en train de changer sa vie ? Alors, il est en train de changer le Groenland, bien sûr. Après, les Groenlandais ont une faculté d'adaptation assez forte, et ils sont relativement positifs. Donc, ils attendent de voir. Et pour l'instant, le réchauffement a aussi des conséquences positives. Il fait moins froid, et malgré tout, c'est mieux. Pour les pêcheurs, la banquise étant beaucoup moins solide, ils peuvent pêcher toute l'année, donc c'est un gros plus. Dans le sud, ils commencent à pouvoir planter des légumes, donc tu as des patates qui poussent, il y en a même un qui a planté des fraises. Donc voilà, ils en sont à voir aussi tous ces avantages, et pas juste les conséquences qu'on annonce. Alors, c'est clair qu'il y a une fonte
de la banquise, qu'elle entraîne des tas de problèmes, et qu'elle pose une question majeure aux Groenlandais, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir quand cette fonte rendra les richesses souterraines très très importantes de l'île accessibles. Et là, il y a un vrai enjeu, parce qu'il y a des terres rares, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, pour l'instant c'est très difficile d'accès, mais ça va l'être de moins en moins. Et évidemment, les Américains, les Chinois, les sont tous aux aguets. Si le Groenland est indépendant, ça veut dire qu'ils vont traiter d'État à État avec la Chine, par exemple, et que je sais pas très bien ce que ça va donner, puisque le Groenland, c'est 57 000 habitants, donc le Premier ministre groenlandais, c'est un maire de grosses villes. Donc il est peut-être pas armé non plus au jeu international à ce point. Pour l'instant, c'est un territoire autonome, encore très lié au Danemark, qui verse une subvention très importante tous les ans, et qui garde quelques domaines régaliens, dont les affaires étrangères. Donc il y a encore un rôle réel. Et sur l'histoire du Groenland, sur cette terre, c'est marrant, tu dis que rien que le nom, Groenland, c'était carrément un effet de marketing avant l'heure. Oui, on a un peu l'impression. En fait, Éric le Rouge, qui avait été exilé après un assassinat, se retrouve au Groenland et décide d'y faire venir du monde pour créer une colonie, donc retourne chercher les gens, et effectivement on peut supposer qu'il en a un peu rajouté sur le côté terre verte, puisque ça veut dire terre verte. Alors peut-être il faisait à cette époque-là moins froide, mais il semble que non, mais en tout cas présenter le Groenland comme une terre verte est effectivement une arnaque publicitaire incontestable. Tu pourras lire quelques bonnes feuilles du livre d'Hubert Prolongeau, Le Dernier Chasseur, paru aux éditions Albin Michel, dans le numéro 63 de AR Magazine, actuellement en vente avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note. Ça nous fait très plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.